qui racontait donc cette impossible histoire d'amour avec cet homme noir dans cette Amérique ségrégationniste des années 50. Miles Davis qui lui avait donc enjoint de ne plus la voir, en tout cas sur le territoire américain. Cela, disait-il, risquait il explique dans son autobiographie, de ruiner la carrière de Juliette Gréco aux États-Unis. C'était une belle histoire qui a perduré à travers le temps, vous l'aurez compris. Des extraits d'interviews réalisés par Valérie Paco et Christian Jacot-Descombes. Et nous accueillons dans cette émission Audrey Vernon. Mon bébé chéri, chair de ma chair, dans quelques jours tu vas naître. Welcome. J'ai écrit welcome, mais j'ai longtemps hésité avec attention. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écrire ma lettre et mon mari s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit non mais qu'est-ce que tu fais? T'es grosse comme un loukoum. Le bébé va arriver, il a pas une fringue, t'as pas repeint ta chambre, il a pas de compte Instagram. T'es en train de rater ta grossesse, hein? Vertigo, de 17 à 18h, sur la première. Bonjour Audrey Vernon. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse d'être en Suisse. Merci. Merci à vous d'être passé nous voir au spectacle du CPO Ouchy. J'ai dit que c'était ce soir et demain, c'est faux, c'est demain et après-demain. Voilà, tout simplement. J'avais un petit jour d'avance, donc au CPO à Lausanne. Le spectacle s'appelle Beyond the Lard Baby, donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'une femme enceinte qui écrit une lettre à son bébé à venir et qui dialogue avec son mari. Précision, le mari est un homme richissime qui effectivement a des visions qui s'opposent assez fortement aux visions de sa femme. La femme dans le spectacle, c'est la vie, et l'homme, c'est quoi? C'est celui qui enlève la vie, pour faire simple, gros et caricatural? C'est celui qui a un certain amour pour l'économie, ouais, et qui considère que l'inanimé, c'est important, la croissance, c'est important, et donc transformer la vie en marchandise, c'est important. Donc pour lui, l'enjeu de transformation du monde en marchandise et donc de vie en mort est quelque chose de positif. Vous avez inventé le stand-up économique, on pourrait dire comme ça, Audrey Vernon, avec Comment épouser un milliardaire. Ensuite, vous avez écrit Marx et Jenny, vous étiez venu nous en parler ici dans cette émission, et vous poursuivez donc votre route, on pourrait dire, face au vent ultralibéral, tout vole dehors. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses? J'essaye de résister modestement. Et quand j'entends des personnes comme Juliette Gréco et Miles Davis, je me dis... J'espère que des êtres humains d'une qualité humaine et morale de ce niveau-là vont continuer d'exister, parce que j'en doute de plus en plus. Et puis c'est amusant parce que dans le train, je lisais un livre d'Hervé Krief qui s'appelle Internet ou le retour à la bougie, et c'est justement un musicien qui a joué avec Miles Davis. Et il parle de cette déshumanisation qu'on constate de plus en plus malheureusement. Dans le train qui vous a amené de Marseille vers la Suisse. Voilà, j'arrive de zone rouge, l'épidémie est derrière moi. Elle est devant moi. Je suis le patient zéro. C'est ça. Je suis le petit pangolin qui est en train de pourrir cette pauvre planète qui n'en peut plus déjà. Est-il vrai que le spectacle devait à l'origine s'appeler Chair à canon? Oui, il s'est appelé Chair à canon pendant quelques mois. Il a été créé en s'appelant Chair à canon, et puis après discussion avec mes metteurs en scène, ma production, etc. Et des gens autour de moi qui trouvaient que ça l'ancrait un peu dans la guerre de 14, qu'on ne sentait pas le côté contemporain. On a décidé de l'appeler d'un nom un peu plus pop, qui est donc Billion Dollar Baby, qui est comme Comment épouser un milliardaire, qui est la suite, quoi. Ouais, voilà. Qui est la suite. Le milliardaire a été épousé, voilà. Et il y a un bébé milliardaire qui est à venir. Exactement. C'est ça l'idée. C'est ça. Ouais. Comment est-ce que vous faites rire de ces situations-là? Parce que j'ai souvenir d'un précédent entretien avec vous, et vous me disiez, mais dans le fond, il n'y a pas besoin vraiment de se creuser la tête trop pour faire rire avec certains faits économiques, parce que le fait en lui-même, l'événement en lui-même est déjà tellement dingue que si on se pose quelques instants et qu'on y réfléchit, on ne peut qu'en rire, tellement c'est énorme. Vous confirmez encore aujourd'hui avec Billion Dollar Baby? Oui, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand j'ai écrit sur Fukushima, qui est quand même pas un sujet marrant à la base. En étudiant la catastrophe, je me suis rendu compte que pour récupérer de l'énergie et pouvoir récupérer les mesures du cœur du réacteur, ils ont été obligés d'aller sur le parking pour débrancher les batteries des voitures et les brancher en série au réacteur nucléaire. Et donc en fait, rien que ça, je me suis dit, mais voilà, rien que ça, je trouvais ça tellement
dingue Ouais. que je me disais, mais il n'y a pas besoin de chercher ailleurs l'humour. Il est là sous nos yeux. Il est là sous Ouais. nos yeux. Et dans Billion Dollar Baby, oui, la transformation, j'utilise beaucoup la transformation des mots, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie transforme les mots. Par exemple, on dit plus champ de bataille, on dit théâtre des opérations, on dit plus tuer, on dit neutraliser. Il y a des frappes chirurgicales, des dommages collatéraux, on fait plus la guerre, on fait des OPEX. Des choses comme ça qui transforment les mots, c'est assez intéressant. Et voilà, la réalité est en train de devenir complètement dystopique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une particularité française que d'employer ce type de vocabulaire, ces périphrases, pour éviter de dire un chat, tout simplement? C'est frappant vu d'ici. C'est vrai? Oui, c'est très frappant. Vous avez de la chance, mais j'ai demandé l'asile politique tout de suite. Où est-ce que je signe, s'il vous plaît? On n'entend plus parler de villes, de pays, de régions, de départements. On parle de territoire. On dépersonnalise complètement le terroir même. On ne peut plus dire terroir. J'ai l'impression que les ministres français ne parlent plus que de territoire. Mais est-ce qu'il n'y a peut-être plus de terroir aussi, Ouais. vu qu'on détruit la terre, il n'y a peut-être plus de terroir. J'ai Mais l'impression qu'il y a un gros retour au terroir, justement, mais c'est peut-être mieux que nous. je sais pas. Mais justement, en venant, je regardais la votation qui va avoir lieu dimanche et je me disais, mais quelle chance en Suisse de pouvoir voter et dire oui ou non à acheter des avions à 6 milliards, des avions de chasse à 6 milliards, de pouvoir dire oui ou non aux loups, par exemple, au monde sauvage, de pouvoir dire oui. Je sais qu'il y a une sur la responsabilité sociale des entreprises, par L'unité exemple. nationale, oui. Et les entreprises sont citées, c'est-à-dire qu'on dit attention, Glencore tue des enfants en Zambie. Il y a même une de nos multinationales françaises qui est Lafarge, et j'ai découvert un des crimes de Lafarge grâce à la votation suisse, c'est-à-dire que nous en France, on peut pas voter pour dire bah oui, on a marre que Lafarge soit une entreprise criminelle à l'étranger et qu'elle ne soit pas responsable de ses actes. Ça, on n'a pas prise là-dessus. Ou par exemple, un autre exemple, c'est que Macron, il a décidé que bon, il ferait la 5G de gré ou de force. Et donc, on a vraiment ce sentiment en France qu'on est des enfants et qu'on n'a pas le droit de dire bah non, nous, on trouve que la 5G, ça rend les enfants débiles et peut-être que les oiseaux vont disparaître à cause de ça. Et je pensais à ça parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que je serais contre la 5G? Après tout, c'est peut-être génial et tout. Et puis, on me dit que c'est peut-être dangereux pour les oiseaux. Et puis je pensais à ma fille qui est toute petite et qui adore les oiseaux. Et je me disais, mais si la 5G vraiment éloigne les oiseaux, elle, son obsession, c'est les oiseaux. Elle regarde ça toute la journée, elle regarde les pigeons et tout. Elle s'en fout complètement des voitures, des SUV. Elle n'a aucun sens esthétique. Enfin, vraiment, elle, c'est les oiseaux et les chiens. Et donc, je me dis, si tout à coup, la 5G détruit les oiseaux, qu'on n'a plus d'oiseaux dans le jardin, ben, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va falloir que je lui donne un smartphone pour qu'elle ait une appli avec les oiseaux. Voilà, donc je pensais à ça dans le train et je me disais que, voilà, en Suisse, c'était tellement de chance de pouvoir dire non à certaines choses. Par exemple, les avions, c'est dingue de dire non aux avions de chasse, alors que nous, par exemple, Macron, il a envoyé 3 missiles sur la Syrie pour tester un missile de croisière euh, qui peut être largué depuis la mer. 1,3 million de missiles, on a tiré 3, mais personne ne nous a jamais demandé une seconde notre avis, on ne nous l'a même pas dit, quoi. On ne l'a même pas dit. Pour savoir, il faut lire Challenge, Le Figaro, enfin, il faut lire des journaux qui aiment bien les armes, quoi. Il faut s'intéresser à tout. C'est épuisant. Ouais. Je suis fatiguée, je vais venir dormir en Suisse. Depuis quand vous intéressez-vous à l'économie? Depuis que je vois des retraités fouiller dans les poubelles. Et ça remonte à quand? Je dirais que bon, ça remonte à très loin, hein. Ça remonte à l'enfance. Ouais. C'était ça la question mystère. Ah, c'était ça la question mystère. Non, mais je pense que je suis restée scotchée au stade prépubère quand on dit ah non, mais pourquoi il y a des riches et des pauvres? Ouais. C'est dégueulasse. Voilà, moi je suis restée scotchée là. Et on ne devrait pas autoriser les prépubères à faire des spectacles. Non? Tant que c'est légal, tout va bien. Oui, c'est légal. Alors on a évoqué effectivement votre tout premier one-man show économique, appelons-le comme ça, Comment épouser un milliardaire, qui a connu un très très grand succès, au point qu'il est repris par une autre comédienne. Et il se joue en français et en italien. C'est bien ça? Oui, et en québécois. Et en québécois aujourd'hui. Alors malheureusement, Michel Parent, qui devait jouer au Québec, a été stoppé par le Covid. Ouais.
Donc elle l'a pas encore joué. Et en Corée aussi. Il y a une version coréenne. Et bientôt, il y va y avoir une version homme. Homme. Il y a un homme qui va jouer le spectacle. Comment épouser une milliardaire? Non, un Un milliardaire. milliardaire. Ah, ok, C'est d'accord. légal. C'est légal aussi. Ouais, ouais, C'est absolument. légal. Et puis comme les milliardaires femmes sont quand même une espèce assez rare, du coup, voilà. Donc ça va être. Je suis très heureuse. Je vous dévoilerai pas le nom encore du comédien, mais voilà, je suis très contente. Que faites-vous de tous ces droits d'auteur? Essentiellement des piscines. Ouais. Des piscines, des piscines, des piscines, des piscines. Je Avec des creuse, je palmiers creuse, je autour. creuse. Avec des palmiers. Ouais, c'est important. Avec des palmiers. C'est hyper important, non, faut le Avec dire. des palmiers. Et puis j'ai acheté évidemment un ticket pour l'avion qui vole pour nulle part, pour Ouais. Air Nulle part. Voilà. Ça, c'est très important aussi. C'est très important. Je vais survoler Lausanne prochainement. Et j'ai aussi acheté des satellites, 70 satellites que je compte lancer prochainement pour faire concurrence à ceux d'Elon Musk et évidemment donner Internet à l'Afrique. Oui, c'est normal. C'est normal, ils en ont besoin. Ouais, ils en ont besoin. Alors on rigole, mais malgré tout, c'est vrai, vous l'avez vécu, vous avez vu vous aussi passer les satellites d'Elon Musk dans le ciel. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans mon jardin, les 70 satellites. En plus, c'était pendant le confinement, donc il y avait un côté complètement anxiogène. Et oui, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne savais pas que c'était les satellites d'Elon Musk au début. Je me suis dit que c'est. On a tous vu ça, enfin, ceux qui les ont vus, c'est que ce truc, ça y est, c'est la fin, quoi. Effectivement. Ouais, c'était l'effet Covid plus satellite d'Elon Musk, c'était un peu trop. Ouais. Alors, vous faites aussi, outre la scène, et ça, c'est le confinement qui vous a amené à le faire, des lectures sur Internet, Audrey Vernon. Ça s'appelle Big Books. On peut voir ça sur YouTube. Et ça se trouve aussi en podcast. Vous faites un truc assez fou finalement, parce qu'à l'heure où on nous dit que tout doit être formaté, qu'on doit s'adresser à des cibles très précises, vous prenez des livres d'économie, par exemple, je donne un exemple, et vous lisez certains passages, vous les commentez, vous racontez, vous expliquez, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, ou une demi-heure, ou 20 minutes, enfin peu importe. À quel moment vous vous arrêtez en fait? Parce que j'ai l'impression que, outre les spectacles, l'écriture des spectacles, se déplacer pour les jouer, lire dans le train, lire devant une caméra pour Internet, enregistrer un podcast, participer à des réunions de promoteurs en France, par exemple, enfin, ça occupe 23 heures sur 24 de votre vie, normalement. Ah, ben j'ai pas de smartphone. C'est ça le secret. Je ne scrolle pas toute la journée et ça me dégage beaucoup de temps, curieusement. Ouais. Donc, voilà, je crois que c'est le secret. Vraiment? Ben oui. C'est vrai que ça laisse beaucoup de temps. Mais là, je me suis rendu compte dans le train, tout le monde autour avait des smartphones et puis voilà, moi je lisais et donc finalement j'ai eu pas mal de temps. J'ai pu lire le sujet des votations, découvrir les méfaits de Glencore. Je connaissais déjà, j'étais déjà fan du milliardaire, mais j'ai pu avoir des nouveaux détails. J'ai découvert donc ce que faisait Lafarge. Et puis après, j'ai lu un livre de Karl Polanyi que quelqu'un m'a envoyé. Et j'ai lu donc Hervé Krief, Internet ou le retour à la bougie, qui voudrait qu'on arrête Internet complètement, et je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'il propose concrètement? On coupe? Ça, je sais pas. Non, c'est des vraies questions que je me pose, puisque le spectacle, justement, ça parle de tout ça, de toutes ces super structures qui sont imposées au bébé quand il arrive au monde, c'est-à-dire l'État, l'école, et puis les structures matérielles, les infrastructures, les bâtiments, les autoroutes, les ronds-points, toutes ces choses qu'on a créées depuis à peu près 70 ans et qui menacent actuellement la vie sur Terre. Par exemple, les autoroutes qui menacent la vie des animaux, mais la vie des enfants aussi, puisque les enfants ne peuvent plus vivre dans la rue, etc. Et c'est une vraie question, comment est-ce que, puisqu'on a coupé les barreaux de l'échelle qui sont en dessous, enfin on a scié les barreaux de l'échelle, donc là on est tout en haut d'un système technicien très totalitaire, et comment est-ce qu'on refait pousser notre nourriture, comment on retrouve une vie plus naturelle et plus humaine. Ça c'est une vraie question à laquelle c'est là que j'ai pas assez de temps, parce que j'ai pas réussi à résoudre ce problème dans le train. Est-ce que vous avez le sentiment, Audrey Vernon, que le confinement a été aussi salutaire dans ce sens, et que c'est un mouvement qui va perdurer? Autrement dit, beaucoup de gens se sont mis à planter des légumes, à consommer près de chez eux et non pas loin de chez eux, etc. etc. Est-ce que vous, dans votre entourage proche, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a pris et qui va perdurer? Non, mais je crois que c'est un leurre, parce que on est toujours extrêmement dépendant du pétrole, extrêmement dépendant des supermarchés. Enfin, je veux dire, personne n'est autonome aujourd'hui, ni en Suisse, ni en France,
en légumes, enfin, ou quelques personnes qui se sont mis à planter des choux il y a pas mal de temps, quoi. Moi, je suis pas autonome. Non, je suis pas autonome ni en légumes, ni en eau potable, ni en rien. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un horizon et je sais pas si on va y arriver. C'est vrai que maintenant, se débarrasser d'Internet, se débarrasser des smartphones, ça paraît complètement fou. Et pourtant, ce sont des armes de destruction massive. Donc ça, c'est vraiment une question éthique que je vous pose. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte d'avoir des smartphones qui, objectivement, sont remplis du sang des enfants à l'étranger et bientôt chez nous aussi, parce qu'on est tous, on est tous sur la même planète, donc on sera tous impactés. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets qui sont des symboles vraiment d'esclavage, de domination, de destruction de la planète? On les fait perdurer. Et on les utilise différemment. Non? Je pense pas que ce soit possible, en fait, malheureusement. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des objets qui ont besoin d'une infrastructure totalitaire pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité sans des systèmes mondialisés extrêmement puissants et armés aussi. Ça, c'est un des autres sujets rigolos du spectacle. Je vois le directeur du théâtre du CPO qui... Ça va, tout va bien? Je fais baisser le nombre de réservations ou ça va pour l'instant? Il est liquide là pour l'instant. Là. Il est en train de se liquéfier littéralement. Là. Oui, effectivement. Audrey Vernon, comment est-ce que... Non, mais j'ai des blagues aussi. J'ai des blagues. Par exemple, avez... monsieur et madame Bomber ont un fils? Ben, Jean Bomber. C'est une blague. Comment voilà. J'en ai fait une. Je vais essayer d'en avoir d'autres. Comment est-ce que, justement, vous travaillez la matière comment est-ce que vous travaillez le rire dans le spectacle? On a dit tout à l'heure que parfois vous vous serviez d'évidence qui était tellement énorme qu'elle faisait rire toute seule. C'est le cas de ces batteries qu'on a branchées à Fukushima qu'on branche sur ce qui reste de ce pauvre réacteur pour utiliser son électricité. Mais cette matière, destinée au public, il y a la matière réflexive dans votre spectacle, mais tout ce qui fait rire aussi, où est-ce que vous allez le chercher? Comment vous le construisez en fait? Je crois que c'est dans la forme. Par exemple, là, celui qui est vraiment rigolo dans le spectacle, c'est mon mari. Ouais. C'est lui, il est vraiment drôle. Il a des bonnes répliques. C'est lui qui amène le rire. Et puis, c'est Bergson qui disait le rire, c'est l'intelligence partagée. Donc, je crois que le rire vient aussi de ces moments où le public et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, on arrive à créer une pensée. C'est comme un troisième personnage, en fait. Tout à coup, on a une intelligence collective qui se comprend. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène suisses, qui sont Delphine Lanza et Dorian Rossel, qui jouent d'ailleurs au Théâtre Forum de Meyrin ce soir, demain et samedi, un spectacle qui s'appelle Madone. Et Dorian et Delphine sont des êtres extrêmement drôles, poétiques, et qui m'ont beaucoup guidée aussi pour justement pas perdre le fil de l'humour. Et puis voilà, puis je suis bien entourée en France, j'ai beaucoup d'amis humoristes aussi qui m'aident. Blanche Gardin a lu votre spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en a dit? C'était assez marrant parce que c'est vrai que c'est la première à qui je l'ai lu. Et quand je lui ai lu, après j'ai pleuré pendant un quart d'heure tellement je trouvais ça pas marrant. Et puis elle me dit mais non, c'est bien. Elle me dit bon, c'est encore pas un one-man show. Et donc je disais ah bon, encore raté? Elle me dit oui bon, encore raté, mais c'est pas grave, non mais c'est bien et tout ça. Et voilà, le rire ça naît, je pense, de l'absurdité de la situation et puis de ce qu'on arrive à créer quoi avec le spectateur, des moments de théâtre. Ouais, des moments de théâtre, mais il faut quand même vous refusez la vanne. Une vanne arrive, vous refusez? Ah bon? Ah non, je refuse pas, moi je prends. Hein. Vous prenez? Ah oui, mais si j'arrive à écrire des vannes, je prends. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors le peu qu'il y a, je suis contente. Hein. Ah non, mais j'adore les vannes. Mais si je pouvais, je ferais un spectacle sur les hommes et les femmes et avec que des blagues. Hein, que des blagues. Un spectacle sur les clous, sur les pneus, avec que à base de blagues. Mais je n'y arrive pas encore. J'avoue, tant que la destruction de la planète est devant et pas derrière,
j'arrive pas. Mais ça va venir. Comment est-ce que vous êtes accueilli par la presse en France? Je vois dans votre revue de presse la presse très attendue, comme Télérama, Libération, etc. Mais curieusement, effectivement, un petit peu de presse économique, Ouais. lorsque... L'usine Nouvelle, Ouais, j'étais l'usine très Nouvelle. fière. Bah ouais, non, mais bien Mais sûr. oui, j'aime bien. L'usine Nouvelle, etc. Challenge. Voilà. Ouais. Mais comment est-ce que vous êtes perçu, regardé, ausculté? Alors ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais en plus, pour ce nouveau spectacle, pour l'instant, il n'y a pas eu de presse. Mais disons, avant ce nouveau spectacle, Ouais. les spectacles précédents, comment est-ce qu'ils étaient accueillis? Est-ce que quelqu'un du Figaro, par exemple, est venu voir Marc Ségine? Est-ce que quelqu'un du Figaro est venu voir Marc Sedgini? Mais non, je crois pas, je sais pas. Non, je pense pas. Mais non, mais c'était rigolo parce que Marc Sedgini, je l'ai joué en Suisse il y a. Enfin, je l'ai joué en Suisse au CPO et après, le spectacle a été acheté pour un anniversaire. Donc j'ai joué dans une soirée privée et voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Et d'ailleurs, il y avait un truc qui était assez drôle, qui est très suisse et pas du tout français. C'est que donc moi, je suis arrivée avec mon régisseur, on était tout pouilleux et puis on a préparé le spectacle et tout. Et au moment avant de jouer, notre hôte nous a dit bon bah voilà, vous serez assis à cette table. Et donc tout le monde était habillé mais de façon sublime avec des longues robes machin et tout. Et nous on était dégueux parce qu'on pensait juste qu'on était là pour jouer et puis après j'allais mettre ma robe et tout. Et tout à coup on a été conviés au grand dîner et c'était assez génial. Et voilà, je me suis dit ça c'est vraiment très suisse. Est-ce qu'il y a des moments où, Audrey Vernon, vous vous dites non, là, ça, je peux pas le faire, c'est pas du tout en adéquation avec ce que je pense, ce que je suis à ce moment-là? Par exemple, faire Par de la exemple, pub pour Nescafé? Non, pas du tout. Ah. Mais par exemple, faire une soirée privée, comme celle que vous nous avez décrite, par exemple. J'avoue que j'ai quand même regardé que je faisais pas une soirée privée chez le PDG de Glencore. Ouais. J'ai vérifié. Faut pas pousser. Quand même. Faut pas pousser, ouais. Le spectacle s'appelle Billion Dollar Baby, Audrey Vernon. C'est à voir à partir de demain et jusqu'à après-demain. C'est au CPO à Ouchy. Merci de venir nous voir Merci à vous. et à bientôt. À bientôt.